télévisée de Dolto. Bienvenue. Au programme aujourd'hui, nous partons à la découverte des oiseaux dans notre commune. Suivi du 7e art qui s'invitera à l'école. La SPA nous ouvrira ensuite ses portes. Côté citoyenneté, le CME nous dévoilera son fonctionnement et en route pour la sécurité routière. Nous partons vers l'apprentissage. Deux milieux différents mais qui nous concernent de près, l'IME et le Collège Cousteau. Dans la rubrique sportive, le cercle d'aviron nous accueillera au fil de l'eau sur le port de Vannes. Enfin, quand le recyclage devient de l'art, portrait d'une synagogue investie. Pour commencer, nous vous présentons notre interview sur la réserve naturelle de Séné qui a été réalisée le jeudi 25 février. Nous avons choisi ce thème car nous voulons en savoir plus sur les oiseaux. Comment vivent les oiseaux de la réserve? Vous allez le découvrir dans un instant avec Monsieur Jeudi. La réserve naturelle de Séné, donc elle est, on va dire, sur la partie est de la commune de Séné, donc elle est dans le coin nord-est du golfe du Morbihan, dans le sud de la Bretagne, et elle occupe la partie la plus au fond du golfe du Morbihan, c'est-à-dire une partie où les eaux sont très peu agitées, où il y a beaucoup de dépôts de vases, et on a beaucoup d'endroits qu'on appelle des vasières, avec des grandes plages de vases, qui attirent beaucoup les oiseaux d'eau. Alors la réserve naturelle de Séné, elle existe depuis 1996, donc elle a été décrétée réserve par le ministre de l'Environnement en 1996. Mais avant ça, c'était déjà une réserve d'associations, parce qu'il y avait des gens qui avaient reconnu qu'ici, il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient, et qui avaient compris qu'il fallait protéger cet endroit, donc l'association Bretagne Vivante. Elle avait déjà acheté des terrains ici pour en faire une réserve. La réserve, elle fait, il y a 430 hectares, et il y a aussi une centaine d'hectares en plus qui sont dans le nord de la réserve, qui ne sont pas exactement la réserve puisqu'il y a de la chasse dedans, mais qui sont entretenus de la même façon. Donc on peut dire qu'il y a en gros 500 hectares de réserve naturelle. L'objectif numéro 1 de la réserve, c'est de protéger des milieux naturels, donc de protéger de la nature. Donc ici, on va protéger des petits bassins, comme on voit ici, qui sont d'anciens bassins de marais salants. Et elle va protéger aussi des endroits comme des prairies. Mais la priorité, c'est de protéger les milieux naturels qui sont utilisés par les oiseaux d'eau et de protéger les oiseaux d'eau. Mais ensuite, elle sert aussi à accueillir des gens pour que les gens puissent voir les oiseaux et puissent se promener ici et puissent découvrir la nature. Sur la réserve, il y a à peu près 260 espèces d'oiseaux qui ont déjà été observées en tout, mais toutes saisons confondues et toute famille d'oiseaux confondus. Alors nous, on va compter, tous les 10 jours, on va compter les oiseaux d'eau. On compte tous les oiseaux d'eau qu'il y a sur la réserve, mais on compte que les oiseaux d'eau. Ce qui fait qu'à côté de ça, il y a aussi des petits oiseaux, des petits passereaux qui vivent dans les haies, par exemple, ou qui vivent dans les prairies. Il y a aussi des rapaces, il y a des tas d'autres types d'oiseaux, dont on ne sait pas exactement combien ils sont. L'objectif ici, c'est de faire venir des oiseaux qui sont des petits échassiers, c'est-à-dire des petits oiseaux qui ont des pattes courtes, qui vont marcher dans l'eau pour trouver leur nourriture, et des canards de surface, donc les canards qui flottent. Donc nous, on ne va pas mettre beaucoup d'eau dans les bassins. On va garder peu d'eau. On va essayer d'avoir 5-10 cm. Ce qui fait que les oiseaux qui plongent, ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout dans les parties plus profondes du marais. Donc le bassin où on est ici, il y a un peu plus d'eau. Il y a peut-être en ce moment 40 ou 50 cm d'eau. Donc là, on va avoir des oiseaux comme la foulque macroule, comme des petits grèbes aussi qui plongent. Donc c'est pas la majorité des oiseaux ici qui sont des oiseaux plongeurs, au contraire. Donc en hiver, on va avoir surtout des oiseaux hivernants, des oiseaux qui viennent ici pour passer l'hiver, parce que pour eux, c'est un endroit qui est où la température est plutôt douce. Donc c'est des oiseaux qui vont nicher dans le nord de l'Europe et qui viennent passer l'hiver ici. Ensuite, au printemps, on va avoir les oiseaux qui sont de passage, les oiseaux qui vont s'arrêter là et qui font une escale migratoire pour aller vers le nord pour nicher. Ces mêmes oiseaux-là, on va les voir redescendre à la fin de l'été. Et puis en mai et juin, on va avoir les oiseaux qui sont nicheurs, donc les oiseaux qui vont rester ici pour faire leur nid, comme la vossette élégante. Ils volent dès la première année, les oiseaux. Donc quand ils sortent de l'œuf, ils vont mettre plus ou moins de temps à devenir volants. Une petite mésange, elle va voler très vite, au bout de 2-3 semaines, les petites mésanges, elles sortent du nid. Et puis chez d'autres oiseaux, comme des gros oiseaux, comme les aigles par exemple, c'est plus long, il va falloir 2 ou 3 mois pour qu'ils puissent voler parce que sont plus gros et la croissance est un peu plus lente.
Mais ils apprennent, il faut qu'ils volent très vite parce que c'est en volant qu'ils peuvent survivre, quoi. Quand ils restent au sol, ils sont trop exposés aux prédateurs. On croit qu'ils dorment dans les nids, mais le nid n'est pas du tout fait pour dormir, hein. Le nid, c'est fait juste pour poser les œufs et puis élever les petits. Donc, les oiseaux qu'on a dans l'eau, là, ils vont plutôt dormir, soit ils vont se regrouper au milieu de l'eau et puis dormir en flottant sur l'eau, par exemple, ou alors ils vont se cacher dans les herbes, et puis il y en a aussi qui vont se percher dans les arbres pour dormir, ou se cacher dans les buissons. Donc ça dépend de leur milieu naturel. Nous étions en compagnie de Monsieur Monod au sujet de école et cinéma, car nous voulions en savoir plus sur ce projet. Monsieur Monod a répondu aux questions de nos reporters. Alors, école et cinéma, c'est un dispositif qui existe dans toute la France et qui permet, je crois, en France à plus de 400 000 élèves, de la maternelle jusqu'au CM2, de voir un film chaque trimestre. Alors, dans chaque département, en fait, il y a des titres de films différents. Donc les CM1, les CM2, mais aussi les classes plus petites peuvent aller voir des films, les découvrir avec leurs camarades de classe, et puis après en discuter en classe, pouvoir décortiquer le film. Donc école et cinéma, ça a été créé pour permettre aux élèves de découvrir des œuvres d'art, à savoir des films de cinéma, et de pouvoir analyser, mieux comprendre comment on fait un film, et mieux comprendre pourquoi ce film il est bien, pourquoi ce film il est moins bien. École et cinéma, nous on a envie, au niveau du département du Morbihan, parce qu'après chaque département a ses spécificités, mais nous dans École et cinéma dans le Morbihan, on a envie de montrer ce qui fait la diversité du cinéma. Le cinéma, ça peut être des films d'animation, le cinéma, ça peut être également des films de fiction, et puis après il y a tous les genres. Donc l'idée, c'est de montrer tout ce qui fait la richesse du cinéma. Et tout ce que vous, élèves, tout ce que vous, enfants, vous n'auriez pas forcément l'occasion d'aller voir dans le cadre de vos loisirs. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de donner envie au plus de gens possible de découvrir des films, de faire des découvertes. Je leur demande pas d'aimer des films. Moi, je pense que quand vous allez voir un film en classe, et même quand vous allez les voir à l'extérieur de la classe dans le cadre de vos loisirs, vous avez le droit de ne pas aimer les films. Mais par contre, ce que je veux, c'est que les films que vous allez voir, c'est des films qui vous marquent, qui vous touchent. Et si vous n'aimez pas, je veux que vous, élèves, et puis l'ensemble des spectateurs qui participent au projet de Cinécran, sachent pourquoi ils n'ont pas aimé le film. Et sachent mettre des mots en fait sur les films. Et ça, c'est important. Donc on a des financements qui viennent du ministère de la Culture et du CNC, le Centre national de la cinématographie, qui nous aide financièrement pour pouvoir financer mon travail, pour pouvoir me rémunérer, et puis aussi pour pouvoir permettre l'acheminement des copies, pour pouvoir permettre l'impression des documents pédagogiques. Et puis on travaille aussi, et ça c'est plus le travail de mon collègue à Cinécran, puisqu'on est deux permanents, on travaille aussi à chercher des sponsors privés, des sociétés, des entreprises qui auraient envie de s'investir sur le dispositif et nous aider à montrer les films. Depuis quelques années maintenant, on a du cinéma numérique. Le cinéma numérique, c'est, mais vous devez le savoir, c'est une projection avec un projecteur qui est numérique. Donc il n'y a plus de pellicule. Le film tient sur un disque dur. Le film il est assez volumineux. Et le film il tient sur un disque dur de 1 Tera, 1000 gigas. Et avant c'était en 35 mm, donc en pellicule. Donc avant les problèmes qu'on avait, c'est que par exemple si le film était très ancien, la copie elle pouvait casser. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là avec le numérique. Par contre, on a d'autres problèmes. Aujourd'hui, pour lire un film en numérique, il faut une clé de décryptage, ce qu'on appelle une KDM. Et parfois, la KDM, elle n'arrive pas à temps. Parce que le distributeur, la personne qui possède le film, n'a pas envoyé à temps la KDM. Et donc, le projectionniste n'a pas pu rentrer la clé pour déchiffrer le film. Et malheureusement, parfois, on ne peut pas faire démarrer le film parce qu'on n'a pas la clé. Pour cette interview, nous allons parler de la SPA. Nous avons questionné Madame Gosselin, la présidente de la SPA de Vannes.
Nous avons choisi ce sujet car certains d'entre nous s'interrogent sur le fonctionnement de la SPA. Nous nous sommes rendus sur place le 25 février. Je m'appelle Marie-Annick Gosselin, je suis présidente de la Société protectrice des animaux de Vannes et de la région. La SPA a été créée en France en 1845 par un docteur vétérinaire qui s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, Pariset, et il a créé la première SPA à Paris. Les chats, vous voyez, sont dans des chalets. Il y a 3 chalets où les chats sont répartis. À l'intérieur, chaque chat a son lit avec son petit matelas, etc. Il y a les croquettes, il y a à boire et ils ont une chatière pour pouvoir sortir quand ils veulent. Les chiens, c'est différent. Les chiens sont dans le chenil de l'autre côté, ils sont dans des box. Alors soit un par un, ou par 2 ou par 3, selon le nombre que nous avons et puis le caractère du chien. Et pour les sociabiliser, pour qu'ils s'habituent à voir le monde, on les met dans les parcs là devant pour qu'ils puissent voir un peu plus de monde puisqu'il y a plus de passages là. Combien de temps garde-t-on les animaux? Il n'y a rien de précis, on les garde jusqu'à leur adoption. Et s'ils sont trop âgés, s'ils sont très très malades surtout, à ce moment-là on procède à l'euthanasie, mais sinon on les garde jusqu'à leur mort naturelle, disons. Quels animaux prend-on? Alors d'abord les chats, les chiens évidemment. On prend aussi de plus en plus des nacs, c'est-à-dire des nouveaux animaux de compagnie, les lapins nains, les cochons d'Inde, etc. Et puis quelquefois aussi on récupère des biquettes. Et on intervient aussi quand il y a des cas de maltraitance pour les chevaux. On a un vétérinaire qui vient chaque semaine, donc qui vaccine les chiens, qui leur fait, qui les vermifuge, qui met de l'antiparasite. Et puis également quand il y a des maladies spécifiques, qui les soigne. Sinon, tous les jours, on a les soigneurs qui inspectent, si je puis dire, les chiens pour voir s'ils ont quoi que ce soit qui ne va pas. Pour les chats, on a des bénévoles qui s'en occupent, qui les sociabilisent, qui les caressent, etc., qui les habituent à l'être humain. Pour les chiens, nous avons des bénévoles qui les sortent. Et puis, quelquefois, on fait des activités. Par exemple, le dimanche prochain, on a une activité qui s'appelle le canicross. C'est-à-dire que pour récupérer un petit peu d'argent pour la SPA, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il y a des élèves d'un établissement scolaire de Pleuhermel ont organisé un canicross, c'est-à-dire des gens qui vont courir avec leurs chiens et ils payent un droit d'entrée. Donc c'est pour avoir un petit peu de moyens, disons, de ressources. Nous sommes le groupe qui avons interviewé Pascal et Charlotte à la mairie de Séné sur le thème du CME, Conseil municipal des enfants. Ce thème nous tient à cœur car la classe de CM2 en est concernée. Mathilde, Esteban et moi sommes élus. Cette interview s'est réalisée le lundi 29 février. Alors, le Conseil municipal des enfants, c'est comment dire, des jeunes qui sont élus par des camarades de classe afin de représenter sur la commune l'ensemble des enfants et porter, de façon à ce qu'ils portent à bien des projets, en fait, des idées qui pourraient être développées sur la commune. Donc vraiment la finalité c'est de donner la parole aux enfants de la commune et puis que les enfants soient acteurs aussi de leur commune, de leur cité et puis qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Donc on essaie de faire 2-3 belles actions dans l'année et puis il y a d'autres manifestations comme la cérémonie du 8 mai, le 11 novembre. Il y a aussi des cérémonies auxquelles les enfants du CME assistent. Donc c'est vrai que ça permet à des enfants aussi bien de l'Angle, Port-Anna, de rencontrer les enfants du Coulfan, du Bourg, puis d'échanger, de partager des choses. C'est super important. Tout à l'heure on parlait de projet, mais tout ce qui est intergénération aussi, souvent les enfants sont très sensibles à des partages avec les résidents du foyer logement par exemple, ou avec des personnes qui sont un peu plus isolées. Donc voilà, ça permet tout ça, mais toujours dans une finalité qui est devenir un adulte citoyen. Le conseil municipal des enfants de cette année, on a pu se déplacer par exemple
À la Jam Session, c'est un café culturel qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, du coup en ville, à Vannes. Et avec eux, on a porté un projet de solidarité, d'action pour les Restos du Cœur. Donc on s'est déplacé là-bas et toute la soirée, on a récolté les dons des spectateurs. Dernièrement, on a été également nettoyé, on a fait un chantier nettoyage au Boulefant, donc au niveau du Lisiec. On a ramassé plein de déchets avec les enfants de l'IME aussi, des papillons blancs. Donc voilà, et puis on a d'autres endroits. En fait, l'idée quand on est aussi dans un conseil municipal des enfants, c'est d'aller vers tout le monde. Alors on s'organise en début d'année, suite aux élections, on ne revient pas sur les élections, on fait donc un rétro-planning. Donc un rétro-planning, ça permet dans l'année, de septembre à juin, de définir des actions dans l'année avec toutes les réunions, les projets qu'on va mettre en place. Dans l'organisation aussi, on demande aux enfants donc, de choisir les projets qu'ils mettent en place. C'est quand même la base. Donc ils ont été élus sur une campagne avec donc des projets qu'ils voulaient défendre, des idées qui étaient aussi parfois les vôtres. Et donc on définit aussi un plan d'action. Voilà comment on s'organise. Et puis sinon on s'organise aussi avec un budget, forcément. Chaque début d'année, on nous demande dans la préparation budgétaire quelle enveloppe on a besoin pour travailler sur ce projet-là. Donc on a une enveloppe budgétaire qui nous permet aussi d'avoir des transports en car, d'acheter des fois des goûters. Faire des animations. Faire une animation, faire des visites. Donc ça fait partie également de l'organisation. Donc dans le projet humanitaire, c'est Gaspard qui a eu l'idée de Fleurs de Bouchon parce que ça ne venait pas de nous du tout. Donc on va dire grâce à lui, mais c'est grâce à tout le monde et grâce aussi aux 8 conseillers. Très prochainement, là, il y aura un collecteur justement dans votre école. Dans chaque école de Séné, il y aura un grand bidon bleu. Et vous pourrez déposer vos capsules de bouchons. On a reçu ici même, dans la petite mezzanine juste en haut, Jean-Claude Besse de l'association Fleurs de Bouchon qui nous a expliqué, qui nous a détaillé un peu plus leur association et notamment donc, cette collecte de bouchons qui leur permet ensuite d'acheter du matériel en fait afin de lier autour du sport personnes valides et personnes en situation de handicap. Ensuite, nous vous présentons cette interview sur la sécurité routière. Nous sommes tous concernés par la sécurité à vélo. 2 journalistes ont posé des questions à Jean-Yves Collet, ancien gendarme. Cette interview a eu lieu à Vannes le mardi 1er mars. Je m'appelle Jean-Yves. Je suis gendarme en retraite depuis une douzaine d'années et je suis donc bénévole depuis à la prévention routière et je suis animateur de la piste d'éducation routière concernant les élèves des cours élémentaires. Il n'existe pas de permis vélo, c'est une initiation qu'on donne aux enfants pour bien se comporter sur la route. On respecte le code de la route comme je suppose qu'à l'école, vous avez sans doute des règles à respecter aussi. J'interviens sur une bonne partie du département. Je fais dans un premier temps ici donc les communes rattachées à la communauté d'agglo de Vannes. Ensuite, je vais faire les écoles de la ville de Vannes avec un policier de la police nationale. Et ensuite, j'irai sur le secteur de Auray et Lorient où j'irai là d'école en école. On installe la piste soit dans un gymnase, soit dans une cour de récréation ou sur un parking. Tout ça, c'est une occupation. Pour moi, la retraite, je ne voulais pas rester passif non plus, pas rester devant mon téléviseur ou devant mon PC, c'est pas la peine. On essaye de se rendre utile et c'est auprès de la prévention routière que j'ai continué, puisque j'ai fait quelques années donc d'animation de piste en tant que réserviste de la gendarmerie. J'étais réserviste, je travaillais à peu près les 6 premiers mois de l'année, à raison de 4 jours par semaine. J'étais occupé et j'ai continué, donc quand ma période de réserve a été terminée, j'ai continué au sein de la prévention routière. Donc, pour l'instant, je ne fais que les écoles primaires, quelques interventions dans les collèges, notamment dans le cadre de l'animation de la piste avec les cyclomoteurs. Et alors il y a d'autres collègues qui eux interviennent donc dans les lycées
auprès des universités, voire des entreprises également, à la demande des entreprises. Les enfants, l'initiation qu'on leur donne, donc vous voyez, ça consiste en une animation donc en salle, où on leur fait connaître surtout la signalisation, les différents panneaux. On a après donc tous les équipements de sécurité qui doivent être portés lorsqu'on est cycliste ou lorsqu'on est automobiliste, ou c'est surtout passager d'un véhicule ou d'un car également. Quand on est piéton, il y a également des règles et des équipements qu'il est bien de porter. Notamment quand le matin les élèves viennent à l'école, qu'il ne fait pas encore très jour, il est bien d'avoir une lampe, il est bien d'avoir un gilet, de porter des vêtements clairs, des vêtements ou un cartable avec des bandes réflectorisées. Tout ça, c'est une sécurité pour vous, pour les élèves. Et bien sûr, donc, quand les élèves évoluent sur la piste, c'est de respecter les autres cyclistes et puis de bien faire les gestes pour qu'on soit compris dans la rue. Les remarques que l'on fait le plus souvent, c'est le bras. À chaque instant, on est toujours en train de crier le bras. Et surtout, les stops, qui ne sont pas bien respectés. Donc c'est surtout ça. Il faut prendre le temps de bien regarder de chaque côté pour traverser en sécurité. Et maintenant, nous vous présentons notre reportage sur l'IME, Institut médico-éducatif. Nous avons interrogé Monsieur Jobic, Solène, Sylvie et quelques élèves. Nous nous sommes déplacés dans leurs locaux le lundi 29 février 2016. Moi, je m'appelle Solène Moussicot, je suis enseignante à l'IME de Séné. On est 3 enseignants sur l'IME. Les élèves ont chacun leur projet, ont chacun un projet individualisé. Donc, il y a des activités éducatives, du temps scolaire, et il y a aussi des prises en charge paramédicales avec un orthophoniste, un psychomotricien, un psychologue. Alors, ils ont souvent besoin d'aide de l'adulte pour aller vers les autres, pour parfois les aider aussi dans la communication avec leurs camarades, parce que tous les jeunes n'ont pas accès au langage oral. Les enfants peuvent rester 3 ans, 4 ans, d'autres restent beaucoup plus longtemps, puisque je crois qu'il y a... Alors on n'appelle plus un enfant, maintenant c'est un adulte, un jeune adulte, puisque on a un adulte qui est ici depuis 1999. Alors, il y a des enfants qui ont des difficultés sur le plan du comportement, des difficultés parfois plus que certains autres enfants, mais non, ce sont des enfants qui sont faciles à gérer. Alors les enfants arrivent à 9h. Ils sont chacun sur un groupe différent en fonction de leur âge ou de leur projet individuel. Donc il y a 2 services, un service pour les enfants et un service pour les adolescents et les jeunes adultes. Et donc quand ils arrivent à 9h, chaque enfant se retrouve sur son groupe d'appartenance. Et ensuite, ils ont chacun un emploi du temps individualisé et des activités différentes. Donc vers 9h15, 9h30, chaque enfant part sur son activité spécifique. Donc certains vont en classe avec Solène, d'autres peuvent aller en équitation, d'autres à la piscine ou sur des groupes éducatifs ou faire du sport. Alors par exemple avec les éducateurs, on travaille sur... alors moi je suis sur un groupe de plus jeunes. On travaille sur le repère dans le temps, apprendre les jours de la semaine, les saisons. On fait aussi des activités de peinture, d'activités manuelles. On fait des activités sportives pour apprendre à se sentir bien dans son corps. Voilà. On se retrouve à midi, donc il y a un temps de repas au réfectoire, ou alors dans des petites cuisines, ou alors il y a des activités éducatives, ils préparent leur propre repas. Donc il y a le repas. Après, nous avons un temps de récréation. Et à 14h, les activités reprennent. Et à 4h, on se retrouve sur le groupe, on fait un goûter en commun, on se dit au revoir, ils reprennent leurs affaires.
et ils repartent chez eux, en général en taxi. Alors certains restent à l'internat. Chez les enfants, il y en a peu qui sont à l'internat, c'est plutôt les adolescents, les jeunes adultes. Depuis quelque temps, on expérimente le fait qu'il y ait un éducateur avec l'enseignante, ce qui permet d'avoir un groupe d'enfants plus important dans la classe, à l'école d'Otto en particulier. Donc à certains moments de la semaine, il y a un temps de co-intervention enseignant-éducateur. Donc par exemple, le lundi matin, Sylvie et moi, on accueille 7 jeunes dans la classe. Et la co-intervention enseignant-éducateur permet de donner du sens aux situations scolaires. C'est-à-dire que l'éducateur peut partir de certaines situations scolaires pour donner du sens en illustrant par exemple l'histoire sur laquelle on travaille, en reprenant un travail qui a été fait en classe pour valoriser les réussites d'un jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés par ce projet de scolarisation partagée. Ça leur apporte à la fois sur le plan relationnel, parce qu'ils échangent avec les jeunes de l'école, et puis sur le plan scolaire, ça suscite aussi leur motivation, leur intérêt pour le scolaire. Ça les aide à être élèves. Ça les aide aussi en tant qu'enfants à être en relation avec des enfants du milieu ordinaire. Ce sont pour la plupart des enfants qui, s'ils n'ont pas un accompagnement spécifique, ce serait très compliqué pour eux de rentrer en relation avec des enfants d'une école. Ils ne peuvent pas forcément aller en centre de loisirs, ils ne peuvent pas être en tant qu'adultes de l'IME. Ils sont encadrés, ils sont en tout petit groupe. On peut aussi servir de médiateur dans leur relation et leur apprendre à jouer avec d'autres enfants et comment faire. Donc ça a un avantage aussi au niveau des codes sociaux et des apprentissages relationnels. Donc voilà, et puis c'est vrai que ça, au niveau de leur estime, c'est très valorisant pour eux de se dire qu'ils ont des copains et des copines de l'école d'Alto qui eux n'ont pas de handicap. Et voilà, donc au niveau de l'estime d'eux-mêmes, c'est vraiment un projet très porteur. On fait des sorties en pique-nique. En manche, après on va voir un film. Oui. C'est très bien l'école. Ensuite, nous avons réalisé une interview au Collège Cousteau le lundi 29 février pour expliquer le fonctionnement de l'établissement. Nous avons interrogé M. Brunel, le principal, dans la salle de permanence. Je suis Monsieur Brunel, le principal du collège depuis la rentrée du mois de septembre. Et mon rôle, c'est de diriger l'établissement et de faire en sorte que tout le monde puisse accomplir le travail qu'il a à faire pour que, en réalité, les élèves qui arrivent ici et qu'on accueille ici puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, autour de moi, il y a plein de personnes qui travaillent. Des professeurs, des agents, des personnels de l'administration, des personnels médico-sociaux. On est en tout 70 personnes dans l'équipe. Et ce que je dois faire, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse le meilleur qu'il peut donner pour bien accueillir et bien faire travailler les élèves. On est d'accueil et aujourd'hui, il y a 21 classes de collège et avec une structure particulière, c'est la structure Ulysse. Donc la structure Ulysse n'est pas en tant que telle une classe, c'est un dispositif particulier pour accueillir des enfants qui ont un profil et un parcours particulier, qui travaillent à la fois dans la salle qui est mise à leur disposition et qui travaillent ici et là dans certains cours. Ils peuvent rejoindre des enseignements. Le chiffre qu'on peut retenir, c'est 547 élèves et je vais situer l'équipe de professeurs à 40 personnes. Journée d'accueil et d'intégration. On ne fait pas de distinction, on reçoit tous les enfants qui se présentent. Alors la seule règle que nous on doit vérifier, c'est pas de savoir si on est de telle ou telle origine ou de telle provenance. On doit s'assurer que l'élève il est domicilié sur le secteur qui dépend du collège. Alors pour arriver au collège, il faut habiter dans certaines communes. Tous les collèges c'est comme ça. Et dès lors qu'on est en CM2,
qu'on est dans une école du secteur et qu'on se présente, on arrive au collège naturellement, indépendamment de qui on est, de quelle origine, etc. Journée d'accueil et d'intégration. Évidemment, on peut renvoyer des élèves, mais le rôle du chef d'établissement, ce n'est pas que sanctionner. Parfois, il faut le faire, évidemment. Alors oui, ça m'est arrivé de renvoyer des élèves, soit ponctuellement, sur une courte période, d'une journée, de 2 jours, de 3 jours ou d'une semaine, soit de l'établissement, soit de la classe. Ça veut dire que l'élève ne va pas être accueilli dans sa classe habituelle, mais il sera accueilli au collège, ou alors il peut être renvoyé si on convoque le conseil de discipline définitivement de l'établissement. Et toutes les situations, j'ai pu les connaître déjà, parce que parfois, quand il y a des débordements et des règles qui ne sont pas respectées, évidemment, il est nécessaire de sanctionner. Et c'est parfois le renvoi de l'établissement qui est prononcé. Oui, ça m'est déjà malheureusement arrivé. Journée d'accueil et d'intégration. Cette année, pour donc la rentrée de septembre 2016, je vais parler de celle-là parce que c'est la rentrée qui vous intéresse. Il y aura la rentrée du premier jour qui est réservée aux élèves de 6e qui sont accueillis par leur professeur principal et l'équipe qui va s'occuper d'eux toute l'année. Et la deuxième journée, on est en train de construire un programme de journée d'intégration. Donc le vendredi, tous les 6e seront partis à l'extérieur. Pendant ce temps-là, les 5e, les 4e, les 3e arriveront eux au collège. Et la nouveauté aussi pour la rentrée 2016, c'est que les élèves, jusque-là, quand ils arrivaient en 6e, ils faisaient leur première journée, puis ils rentraient à la maison le temps qu'on accueille les autres, et ils revenaient après avoir eu un répit d'une journée. L'année prochaine, ils arrivent et ils restent. On fait une rentrée sous une forme un petit peu différente, et donc vous ne retournerez plus à la maison la deuxième journée. On a préféré vous proposer une journée d'accueil et d'intégration. Tout de suite, nous allons vous présenter notre reportage sur l'aviron. Nous avons interviewé Yannick, l'éducateur sportif du club d'aviron de Vannes, le vendredi 26 février 2016. Nous l'avons interrogé sur un ponton à côté du golfe du Morbihan. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi déjà je rappelle que je m'appelle Yannick. Je suis l'animateur du cercle d'aviron de Vannes, avec un collègue, Julien, que vous connaissez aussi. Et ça fait quand même quelques années que je suis au cercle d'aviron de Vannes. Alors le cercle d'aviron de Vannes a vu le jour en mars 1982, donc un peu moins de 35 ans. C'est un club qui est jeune, peut-être pas à la lumière de votre âge respectif, mais jeune pourquoi? Parce que le premier club d'aviron en France a vu le jour en 1800, je dis bien 58. Donc autant dire que l'aviron vanntais reste très jeune malgré tout. Aussi curieux que cela puisse paraître, le monsieur qui a créé le club, c'est un non-rameur. C'est un monsieur qui n'a jamais ramé. C'est un grand marin, par contre, c'est quelqu'un qui naviguait énormément. Et c'est un monsieur qui était un médecin à la retraite, qui avait du temps libre et qui voulait créer une association sportive. Et vu qu'il aimait la mer, il s'est dit, pourquoi pas l'aviron? L'aviron, il est pour tous et pour toutes. Les plus jeunes, comme vous, ceux qui ont 9-10 ans, et les plus avancés en âge, qui ont plus de 80 ans. Il y a des gens qui font l'aviron pour la compétition, avec une attente de performance, et il y en a qui font pour le sport santé, pour la découverte du golfe du Morbihan, pour se détendre, pour rencontrer d'autres personnes. Et il faut savoir que c'est un sport qui est autant pratiqué par les femmes que par les hommes. Donc effectivement, c'est une activité pour tous et pour toutes. On dit de l'aviron que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un sport collectif, c'est un groupe qui va essayer de travailler ensemble avec différentes stratégies. C'est-à-dire, pour ceux qui font du foot, du basket ou du handball, on va essayer de repérer son ou sa camarade ici ou là pour lui lancer le ballon pour accéder au but. À l'aviron, on est tous sur le même bateau, on ne se regarde pas, on essaye de tous ramer dans le même sens pour faire en sorte que le bateau aille le plus vite, le plus loin. Donc, on travaille en équipe, mais il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique pour faire avancer le plus vite le bateau. On fait tous le même geste au même moment. Par contre, il faut savoir qu'à l'aviron, on peut ramer seul, sur des bateaux qu'on appelle skiff, sur des bateaux en double, qu'on appelle deux de coupe, des bateaux à 4 et des bateaux à 8. Le maximum, c'est 9 personnes, 8 rameurs, rameuses, plus un barreur.
Et c'est un bateau qui est long, c'est un bateau qui fait 18 mètres de longueur, qui fait pratiquement la largeur du port. Donc c'est un bateau qui est très long, donc qui reste très léger parce qu'il fait moins de 100 kg. Donc à l'Aviron, il y a un parc à bateaux qui est très riche, qui est très divers, et il y a de multiples embarcations possibles. C'est vrai que plus c'est léger, plus on va vite. Le problème, plus c'est léger, plus c'est fragile. Il faut savoir que le bateau qui fait 14 kg, c'est un bateau qui fait 8 mètres de longueur, et le rameur qui pourra aller dessus fait parfois 100 kg. Donc imaginez un rameur, alors je rappelle, je ne suis pas un compétiteur, mais un rameur qui veut avoir des chances de succès en haut niveau, au minimum il fait 1m95 et il fait 100 kg sur un bateau qui n'en fait que 14. Donc il faut quand même que malgré la légèreté du bateau, il faut qu'il soit robuste. Il y a ce qu'on appelle l'aviron de rivière, où ce sont des bateaux qui sont idéalement conçus pour un plan d'eau lisse, comme c'est le cas aujourd'hui. Pas de vagues, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vent. Mais aussi, on a développé ce qu'on appelle l'aviron de mer. L'aviron de mer, ce sont des bateaux qui sont beaucoup plus larges, qui sont insubmersibles, c'est-à-dire qui ne vont pas couler. Ce sont des bateaux qui ne doivent pas chavirer. Et lorsqu'on embarque de l'eau, il y a ce qu'on appelle un système autovideur, c'est-à-dire il y a un système de chasse d'eau. Si on embarque de l'eau, en ramant, l'eau va partir. Alors, les rameurs et les rameuses qui font de l'aviron de mer, eux aiment aller dans la vague. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller surfer la vague. Ils veulent avoir beaucoup de sensations, ils veulent avoir beaucoup d'émotions et entre guillemets, ils vont essayer d'aller chercher une pratique, on dit extrême. Pas se mettre en danger, mais chercher naturellement à se confronter au milieu, aller chercher la difficulté pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'en aviron de mer, la plupart du temps, on peut naviguer par toutes conditions. On va essayer de faire la différence entre ce qui relève de la compétition, où le but du jeu c'est d'aller le plus vite, on essaye d'atteindre la performance, et ce qui relève de la randonnée, et là c'est découvrir le milieu, parce que le sport c'est pas uniquement l'excellence avec le fait d'atteindre des résultats sportifs intéressants, le sport aussi c'est apprendre à utiliser son corps, c'est apprendre à découvrir son environnement, et l'aviron est un moyen de découvrir la mer d'une façon générale. Et pour finir, nous allons vous parler de l'association Recyclart 56. Françoise Guéru s'est déplacée jusqu'à l'école Françoise Dolto le mercredi 24 février pour nous présenter quelques créations. Nous avons choisi ce thème car nous nous questionnons sur le parcours du recyclage. À présent, c'est à vous de le découvrir. Au sein de l'association, à partir de matériaux de récupération, on essaye de donner une seconde vie aux objets et de réduire comme ça les déchets. On demande à des personnes en fait de nous amener des vieux vêtements, des vieux bijoux, des vieux sacs de café, des chambres à air, tout un tas de choses qui ne servent plus. Et au lieu d'aller à la déchetterie, en fait, on essaye d'en faire quelque chose de joli. Alors la transformation de ces objets se passe dans une maison qu'on nous prête parce que nous sommes une association loi de 1901 et cette association n'a pas de but lucratif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de l'argent avec et c'est une association en fait de réinsertion sociale qui se situe à Vannes. Donc on nous prête une maison à Vannes mais on ne peut pas accueillir de personnes parce que la maison qu'on nous prête n'est pas aux normes pour accueillir des personnes handicapées ou autres. On ne peut pas donner de durée pour la transformation d'un objet parce que ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Il y a des choses qui vont très très vite, par exemple si on fait des boucles d'oreilles ça va être rapide, si on fait un sac ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir le tailler et puis il va falloir le piquer à la machine. Là en ce moment en fait on est en train de faire des costumes pour le carnaval de Ménimur parce qu'on aide le centre social de Ménimur à Vannes, vous en avez entendu parler, près de la piscine, du centre, près de Vannes Océa. Et donc, comme on fait des costumes, là, ça va être quelque chose de plus long, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Les objets que nous créons, ça peut être des vêtements, ça peut être des sacs, des bijoux. A priori, ce sont des choses qui se rapportent plus à la mode. Nous vendons ces objets sur les marchés d'art et d'artisans, ou alors nous avons fait des portes ouvertes à l'association. Donc c'est des gens qui viennent acheter ces objets pour aussi aider l'association.
Alors, voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc, il y a des choses là, les matériaux principaux pour faire ces créations-là. Ces sacs, par exemple, c'est de la chambre à air. Donc, en chambre à air, vous pouvez faire des sacs de cette forme-là. Ils sont différents, en fait, parce que les chambres à air, elles sont plus ou moins grandes. Si c'est une chambre à air de tracteur, si c'est une chambre à air de camion. Il n'y a plus de chambre à air de voiture maintenant, parce que c'est quelque chose qui disparaît. Hein. Les pneus n'ont plus de chambre à air. Si c'est une chambre à air de vélo aussi, on peut faire des choses, voilà. Et donc, en fait, on regarde la forme de la chambre à air, et puis à partir de la forme, on va faire quelque chose. Alors donc, on a pu faire les sacs, les bracelets. Je vous montre, parce que c'est beaucoup plus beau autour du poignet. Voilà, ça aussi, c'est de la chambre à air qui est faite avec une décoration de Noël qui est cousue dessus. Voilà. Vous en avez d'autres. Et puis, il y a des boucles d'oreilles aussi qui sont faites en chambre à air. Voilà. Donc après, c'est découpé, c'est travaillé, et puis il faut trouver une idée pour réussir à les faire. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Les disques qu'avaient vos parents, hein, et vos grands-parents, en fait. Maintenant, on en trouve beaucoup moins. Donc, c'était les disques, ce qu'on appelait les disques vinyles. D'accord? Et en fait, en les chauffant, on réussit à pouvoir faire des bracelets ou à pouvoir faire un vide-poche. Voilà. Et la dernière chose qui est ici, en fait, c'est un sac qui est fait à partir de sacs de café. Donc ça, c'est des sacs de café. J'en ai amené un qui était vide. Vous voyez? C'est des sacs, voilà avec quoi on travaille. C'est des sacs de café, en fait, d'1 kilo. Donc ça, c'est récupéré dans les comités d'entreprise. Et on en fait aussi avec les petits sacs de café, en fait, de notre cuisine, quoi. Voilà. Et on fait des sacs complètement différents. Alors dessus, il y a des choses qui sont récupérées, et puis il y a des choses neuves qui sont achetées. Par exemple, la sangle, là, c'est neuf. Parce que si on mettait une vieille sangle, ça ne tiendrait pas. L'idée de faire une réinsertion sociale des personnes, c'est quelque chose que je trouve important. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Donc il y a des gens qui sont au chômage. Et les personnes qui sont au chômage, au bout d'un moment, elles perdent l'habitude de se lever. Donc avant de pouvoir reprendre un travail, il faut pouvoir réapprendre le rythme du travail, c'est-à-dire se lever le matin, aller quelque part, remplir le contrat qu'on avait. Et donc la réinsertion sociale, c'est réapprendre en fait le rythme pour pouvoir après avoir un travail régulier. L'équipe du journal télévisé Dolto espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci de votre fidélité et à bientôt. Kenavo.